Le caïd repris. Arrestation de François Besse, 31 ans, un évadé de la prison de Fresnes. François Besse, un spécialiste de la cambriole, a été arrêté alors qu'il venait de commettre un hold-up dans un bureau de change près de la Bourse à Paris. Bonsoir, le roi de l'évasion, le passe-muraille, l'anguille, autant de surnoms donnés à un homme qui aura passé la majeure partie de sa vie en cavale. Se sera évadé à 6 reprises de ses prisons et même une fois en plein procès d'un palais de justice. Cet homme, c'est François Besse. Il a écrit à sa façon une longue et incroyable page du crime français. La légende a fait de lui l'un des derniers gangsters d'honneur, un grand bandit romantique, puisque malgré ses méfaits, des dizaines de braquages, des otages tenus en respect sous la menace de son arme, cet homme n'aura jamais tué personne. Un anti-Jacques Messrine avec lequel il va pourtant s'évader de la prison de la Santé, partager des mois de clandestinité et de cavale avant de se séparer et de rompre avec cet ennemi numéro 1 qui était son contraire et de retourner en solitaire au braquage de banque, aux échappées belles, à une existence de moine, le surnom que lui avait donné justement Messrine. C'est cette vie, celle d'un hors-la-loi aventureux que nous avons choisi de vous raconter ce soir dans l'heure du crime avec nos invités. Nous allons voir pourquoi le personnage de François Besse, un personnage de cinéma, malgré ses méfaits et la peur qu'il a pu inspirer, séduit toujours autant les imaginations. François Besse, les 1000 vies du prince de la cavale. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir dans l'heure du crime, retour sur la trajectoire de François Besse, l'ennemi public numéro 2 après Jacques Messrine dans les années 70. Spécialiste de l'évasion, la première en date remonte au printemps 1971. Ce 9 mai 1971, François Besse approche son briquet de l'épaisse vitre de sa cellule à la prison de Gradignan, en Gironde. Il est incarcéré depuis 2 mois dans ce centre pénitentiaire moderne, réputé inviolable. En mars, il a été condamné par la cour d'assises de Bordeaux à 7 ans de détention pour une série de vols. Les jurés n'y sont pas allés de main morte. Ils ont considéré que cet homme, qui n'est pas un récidiviste, était un dangereux délinquant à écarter de la société. Il a même été présenté comme un chef de bande et a écopé d'une peine supérieure à ses complices. Besse prend cette condamnation comme un coup de poing. Il ne s'attendait pas à encaisser une peine aussi lourde. Il est en colère et a juré dès son entrée à Gradignan qu'il allait s'évader. Son briquet chauffe donc le carreau de verre, puis le détenu lance dessus un seau d'eau froide, choc thermique, la vitre éclate. François Besse, 1m60 et 55 kg, jette à l'extérieur une corde assemblée avec ses draps et se fait la belle. François Besse est en cavale pour la première fois de sa vie. Il n'est alors qu'un délinquant local, le fils de Francesco Esposito, un anarchiste espagnol installé à Cognac en Charente, a commis ses premiers larcins à 14 ans. Il fugue chez une demi-sœur à Strasbourg, travaille un temps à la chaîne dans une fabrique de sièges auto, puis recommence à voler. Jamais d'armes, il enchaîne les cambriolages chez des particuliers, dans des bureaux et même dans une usine de charcuterie. Il se retrouve brièvement en prison à Metz. Quand il retourne dans la région de Bordeaux, il retrouve sa mère, mais se laisse rattraper par la marginalité et les mauvaises fréquentations. Nouveau larcin et cambriolage, il n'a pas le sentiment de faire du mal, lui qui n'a jamais agressé personne. La police l'interpelle en 1970, soupçonné à tort cette fois d'avoir percé des coffres-forts avec un complice. Il va alors définitivement s'engager sur le chemin de la délinquance. Lors de sa première cavale, François Besse multiplie les cambriolages, dont celui du drugstore d'Angoulême. Cavale qui s'achève le 7 février 1973 dans un coin du Bordelais. La police a fini par le repérer. Elle le retrouve caché dans une espèce de casemate souterraine et le déloge avec le tir d'une grenade lacrymogène. Avant de quitter sa cache, Besse se tire une balle dans le ventre. Elle aurait pu être mortelle. Des policiers penseront qu'elle est tout simplement destinée à le conduire directement à l'hôpital, un lieu dont il pourrait facilement s'échapper. Besse ne s'échappera ni d'un hôpital ni d'une infirmerie. Il retourne à la prison de Gradignan, un séjour qu'il souhaite le plus court possible. Le détenu
continue. Étudie les meilleurs moyens possibles de prendre le large, calcule les rondes des gardiens, soupèse ses chances de la façon la plus méticuleuse et la plus précise qui soit. Le 7 août 1974, il s'éjecte de sa cellule après en avoir scié les barreaux. Il quitte la prison en traversant la cour et en passant sous un mirador. Les miradors de Gradignan seront alors rebaptisés les miradors Besse. Bonsoir Mathieu Delahousse. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chef de la cellule investigation à l'Obs et auteur du livre François Besse, la métamorphose d'un lieutenant de Messrine aux éditions Flammarion. On dit Mérine pour la famille de Messrine, je le précise, mais les journalistes disent toujours Messrine depuis des années, donc je continue à dire Messrine. On va raconter évidemment par la suite les plus grands faits d'armes de François Besse, c'est Folcaval, Belgique, Espagne, etc., Maroc. Mais qui est déjà ce François Besse qui semble être tombé dans la marmite de la délinquance tout jeune ? Il est tombé dans la marmite de la délinquance tout jeune, mais s'il y est resté, c'est pour des causes qui ont provoqué non pas un ancrage dans la délinquance, mais peut-être une forme de résistance. Lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il part effectivement dans le sud-ouest, dans l'est, il fait quelques cambriolages. Ça se passe mal, il y a la détention à Metz, et puis ensuite il revient vers Cognac. À Cognac, il y a sa mère Marcel, il y a le chien Esposito, il y a le grand parc, il y a sa sœur, et puis il est chauffeur de camion à ce moment-là. Et il commence à faire des trajets entre Bordeaux, Angoulême, et tout se passe bien jusqu'au jour, et ça c'est quelque chose qui va le suivre toute sa vie, jusqu'au jour où sa mauvaise réputation vient se coller à son quotidien. Et l'un de ses collègues lui dit à son patron, il était dans la délinquance, il a fait de la tôle, ce François. Et le patron des chauffeurs routiers ne se pose pas de questions, il le vire aussi vite. Et à ce moment-là, effectivement, il y a quelques faits de délinquance qui vont se poursuivre. Et le pire, c'est celui de Bordeaux, où il est condamné. Il hébergeait un ami d'enfance et il est condamné très lourdement après une scène qui, lui, décrit maintenant comme traumatique et qui est celle qui l'a plongé dans la délinquance, c'est qu'il a été littéralement torturé par la police, noyé par un torchon mouillé lors d'une garde à vue. Tabassé lors de cette fameuse garde à vue. Tabassé, volontairement évanoui, il avoue et il part pour une série de semaines de prison, plus de mois de prison sur lesquels il dit « je ne peux pas rester, sinon je vais mourir ». C'est le début de sa chaîne. C'est un épisode qui va effectivement le traumatiser. Maître Francis Triboulet, vous êtes notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime et toujours dans le studio de l'heure du crime. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le précise, et vous l'avez été, et vous l'êtes toujours, l'avocat de François Besse. Ce qu'on vient de dire là, avec cette garde à vue qui a traumatisé votre client, François Besse, ça veut dire quoi? Que à partir de ce moment-là, il ne supporte plus l'autorité, François Besse, c'est ça? À partir de ce moment-là, il se dit qu'il lui est arrivé quelque chose d'impensable, se faire torturer par des policiers, et qu'il ne peut pas avoir confiance en l'institution que représentent les policiers. Et il va également se méfier très rapidement de l'institution judiciaire, parce qu'il va être, à son sens, très lourdement condamné pour des faits qu'il dira ne jamais avoir commis. Donc double méfiance. Ça, c'est une blessure chez lui qui va porter pendant longtemps, qui n'excuse d'ailleurs rien la suite, etc. et ses méfaits, mais en tout cas, c'est une blessure qui porte. Mathieu Delahousse, c'est très vite un as de la cavale, on peut le dire comme ça, enfin un as de l'évasion. Très vite, il trouve les failles dans ce système. Alors ça, c'est le miracle Besse, entre guillemets, parce qu'il y aura beaucoup d'évasion, sachant que rien ne le prédestinait au départ. Il est électricien, il est mince, il est débrouillard, il a le regard rieur et sans doute très observateur, qui fait qu'il arrive à voir quelles sont les failles. Donc à Gradignan, il y avait ces vitres de plexiglas qui pouvaient sauter. Il y avait effectivement ces chemins de ronde auxquels il n'avait pas été pensé qu'on puisse se glisser en dehors des visions possibles. Donc on va rajouter les miradors. Mais la cavale, c'est quelque chose que d'emblée, il va trouver insupportable. La cavale, c'est pas la vie. La cavale, ça coûte cher. La cavale, on ne rencontre personne. Et la cavale, l'évasion, c'est pas la cavale. Mais bon, c'est deux choses différentes. Là, je parlais un petit peu du roi de l'évasion. Il y a cette obsession, Maître Triboulet, je pense que vous n'allez pas me démentir, mais il y a cette obsession chez lui de liberté. Il peut pas rester en prison. C'est quelqu'un qui... Alors, personne ne peut rester en prison, vous allez me répondre. Mais lui, particulièrement, il a des fourmis dans les jambes. Vous avez tout à fait raison de rappeler ce qui a été déterminant dans sa carrière criminelle, c'est-à-dire ces injustices qu'il a subies au départ, cette torture et cette condamnation très lourde et totalement infondée pour lui. Mais après,
c'est un enchaînement. Mathieu Delahousse vient de dire que lorsqu'il avait ce job de chauffeur routier, il était viré dès que son employeur a appris qu'il avait un passé délinquant. Donc il sait que la mauvaise réputation colle à sa peau, et finalement, il n'a pas d'autre solution véritablement que de s'inscrire dans une délinquance et dans une lutte aussi contre cette institution qu'il a si maltraitée alors qu'il est tout jeune. À quoi il ressemble, Mathieu Delahousse? J'ai dit, c'est un tout petit bonhomme, 1m55 je crois, 1m60 et 55 kilos. Il a toujours été comme ça, dès son enfance, je crois qu'on l'appelait le rachitique, etc. C'est lui qui raconte ça. Il a des tas de surnoms de cours de récréation qui ne viennent pas forcément à l'esprit, mais qui n'étaient pas forcément flatteurs. On l'appelle Puce. Je me souviens qu'on l'appelle Puce quand il est à Cognac. Et d'emblée, aujourd'hui encore, quand on le croisait ou quand on le croise dans une rue, il frappe par cette toute petite taille et par ailleurs par ce regard d'aigle assez perçant, assez observateur. Et il s'inscrit aujourd'hui, mais on en reparlera sans doute, dans une sagesse absolue. Dans les derniers épisodes que vous avez décrits, notamment le cambriolage près de la place de la Bourse, et Passage des Princes, c'est une agence de change. Il se laisse manifestement griser aussi par cette action et par une forme d'idée politique qui est nettement moins prononcée que chez d'autres, mais qui est celle que de cambrioler les banques, c'est pas vraiment cambrioler quelqu'un. Tout faire pour rester en liberté, cela semble en effet le mot d'ordre que s'impose François Besse. Tout faire pour ne pas rester en détention. Déjà 2 évasions, un petit nom dans le milieu du braquage, mais bientôt une célébrité qui va le dépasser. La deuxième cavale de François Besse aura été la plus courte, 20 heures à peine après avoir quitté la prison de Gradignan, en passant sous le fameux Mirador. Il est cette fois placé dans une cellule au barreau renforcé, dans l'attente d'un nouveau procès pour ses derniers braquages, cambriolages, 4 au total. Le détenu comparaît devant la cour d'assises de Bordeaux. Il écope cette fois de 15 années de détention. Le condamné est considéré comme dangereux, susceptible de se faufiler dans le moindre trou de souris pour retrouver l'air libre. Il est donc transféré dans un établissement réputé pour sa sécurité, le centre pénitentiaire de Fresnes, en région parisienne. Mais il ne va pas rester très longtemps en cellule, 4 mois seulement. Une fois encore, Besse étudie le fonctionnement, l'univers dans lequel il est retenu. Impossible de savoir ce qu'il mijote. L'homme parle peu et ne confie jamais aucun de ses états d'âme, ni à ses codétenus, ni aux gardiens. Le 20 octobre 1975, en pleine nuit, François Besse décèle les barreaux de sa cellule et parvient à descendre jusque dans la cour de Fresnes. L'histoire, vraie ou fausse, raconte qu'il était pieds nus et en pyjama. Il réussit à escalader le mur d'enceinte, puis disparaît de l'autre côté en prenant la fuite sur un Solex. Cette fois, le nom de François Besse devient célèbre au sein de l'administration pénitentiaire, tout comme au sein de la police parisienne. Son nom est fiché au 36 quai des Orfèvres. Le cavaleur se font alors dans la capitale. Il opère en solo ou avec des complices d'un jour pour visiter des appartements et braquer la caisse de quelques commerces. Besse ne connaît personne, le milieu l'ignore et lui se méfie des vrais truands, mais il lui faut de l'argent. Le 4 mars 1976, François Besse arpente le quartier de la Bourse à Paris. Il a depuis quelques jours repéré les allées-venues d'un agent de change qui a pignon sur rue Passage des Princes, l'un des passages couverts de la capitale. En pleine journée, il pénètre dans le bureau et se fait remettre une énorme somme pour l'époque, 800 000 francs en espèces, coupures françaises et étrangères. François Besse a agi sans violence et n'a pas tiré un seul coup de feu. Le gros coup du bureau de change du Passage des Princes donne à François Besse ses premières lettres de noblesse criminelle. Pas encore tout à fait dans la cour des grands, mais dans celle des braqueurs respectables. Les policiers ne tardent cependant pas à loger, comme ils disent dans leur jargon, à le localiser. Il est interpellé sans avoir pu dépenser l'argent qu'il vient de dérober. Il est renvoyé à Fresnes, mais cette fois, plus question de prendre le moindre risque. Il est écroué en QHS, le quartier de haute sécurité. Innovation pénitentiaire tout à fait récente, des quartiers ultra sécurisés et protégés, où les détenus n'ont quasiment aucun contact entre eux et sont étroitement surveillés. Même les promenades se font en solo. C'est pourtant ici, dans cet univers carcéral rigoureux, que Besse va faire une rencontre qui va modifier le cours de sa vie, celle de Jacques Messrine.
Maître Francis Triboulet, vous êtes l'avocat de François Besse et invité ce soir de l'heure du crime. Alors dites-nous, François Besse en QHS, déjà, c'est quoi les QHS ? Je dois, moi, à François Besse d'être devenu avocat. Je le dois parce qu'en 78, lorsqu'il est en QHS, mais j'anticipe un petit peu sur ce que vous allez nous raconter. Allez-y. Il s'évade avec Jacques Messrine. Vous anticipez, effectivement. On va venir à l'évasion de Jacques Messrine, mais en tout cas, c'est votre inspirateur pour votre carrière d'avocat. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis collégien à ce moment-là, et un de mes amis, moi je ne m'intéresse pas tellement aux faits divers, me fait part de cette histoire incroyable, de ces 2 détenus qui s'évadent des QHS. Et il est fasciné. Et effectivement, cette évasion est fascinante. Et à ce moment-là, on se parle tous les deux, mon copain et moi, et on se dit, mais c'est extraordinaire, mais nous, on peut devenir aussi des délinquants. Non, peut-être pas. Alors des policiers pour côtoyer ce milieu-là. Moi, policier, j'avais pas la fibre policière. Et après, rapidement, je me suis dit, mais ce milieu me fascine, ces hommes me fascinent. Comment être proche d'eux, peut-être en devenant avocat pénaliste? Alors, avocat pénaliste, parce que vous avez pris sans doute la dimension à l'époque de ce système aussi carcéral qui a dû vous étonner et vous intriguer. Je vous repose la question. Maître, les QHS, c'est quoi à l'époque? Le QHS à l'époque... Parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est la prison dans la prison. C'est un système inhumain qui est dénoncé par de nombreuses personnes, de nombreux intellectuels. C'est pire que le cachot, le QHS. C'est pire que le cachot. Et c'est assez inimaginable qu'on ait pu, à cette époque-là, dans les années 75, 76, 80, concevoir un tel système d'incarcération aussi dur d'êtres humains. Mathieu Delahousse, journaliste à l'Obs et auteur d'un ouvrage très documenté sur la vie de François Besse. J'ai parlé du braquage du Passage des Princes. On peut dire que c'est là qu'il se fait un petit nom, François Besse, là, dans le milieu. Ça commence. C'est là qu'il se fait la réputation de personnage redoutable, dans la mesure où c'est un braquage en plein Paris et que à ce moment-là, il indique à l'agent de change, après avoir pris son argent, vas-y, maintenant tu peux déclencher la gueulante, on va partir. Et ensuite, ils s'en vont dans ce centre de Paris. À l'époque, ni caméra de surveillance, ni ADN, ni téléphonie, on ne le retrouve pas. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on a l'envergure du délinquant à Paris. Les crimes parisiens marquent toujours beaucoup plus l'institution policière. Et le défi va venir, et ça rejoint totalement la problématique des QHS, c'est qu'à ce moment-là, il y a une intolérance sociale absolue contre la délinquance. Il y a ce mythe. On ne supporte pas, et donc il y a effectivement... Le mythe qu'on puisse ne vivre sans braquage, le côté insupportable. Beaucoup de rigueur. Et alors, on va évidemment venir dans le chapitre suivant, et on va raconter évidemment ces mois passés, cette petite année passée avec Messrine. Un mot, Mathieu Delahousse, peut-être un mot. Comment est-ce qu'il se rencontre avec Messrine? C'est l'administration pénitentiaire qui a fondé cette rencontre. Ça se déroule dans une toute petite cour de promenade au QHS où tous les deux ont obtenu la possibilité de faire des promenades en commun. Et c'est Messrine qui se présente. Non, moi c'est Messrine. Et la scène est admirablement restituée dans le film de Richer consacré à l'ennemi public numéro 1 avec François Besse qui est campé par Mathieu Amalric. Effectivement, c'est pas les mêmes caractères, c'est pas la même flamboyance, mais il y a une volonté commune, c'est de regarder le ciel et de pouvoir rejoindre la liberté. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, maître Triboulet, c'est-à-dire qu'on a envie, tous les deux, on partage cette soif de liberté et de s'en sortir au plus vite finalement, c'est bien ça. Bien sûr, et surtout sortir de ce lieu d'enfermement qui est absolument infernal. Tout lieu d'enfermement est infernal, mais celui-là, il est totalement inhumain. François Besse et Jacques Messrine vont donc se rapprocher, pas forcément pour le meilleur, mais certainement pour le pire. Les deux hommes ont des tempéraments diamétralement opposés, mais ils vont faire équipe et devenir les hommes les plus recherchés de France. François Besse et Jacques Messrine sont loin de se ressembler, mais ils ont ensemble un point commun: la détestation de l'univers carcéral et de la prison. Un combat de plus en plus politique. En cette année 1978, ils se mobilisent avec d'autres détenus contre les quartiers de haute sécurité. Un univers qui déshumaniserait les détenus, ne respecterait pas les condamnés. Les deux hommes participent à un mouvement de révolte et de revendication au printemps 1978.
Alors que pourtant l'administration pénitentiaire connaît leur lien d'amitié, ils sont tous deux transférés dans un autre QHS, celui de la prison de la Santé à Paris. Ils vont organiser derrière ces murs la plus spectaculaire des évasions. Le 8 mai 1978, aux alentours de 10h du matin, Jacques Messrine se rend au parloir spécial du QHS pour y rencontrer son avocate, Maître Giletti. Il lui affirme qu'il y a des micros et monte alors sur une chaise pour soulever le faux plafond. Il en extrait aussitôt tout un arsenal, 5 revolvers, une fusée de détresse, une bombe lacrymogène, une corde nylon de 12 mètres. Messrine retrouve Bess. Les gardiens et 2 sous-directeurs sont enfermés dans la cellule d'un 3e détenu, Carman Rives. Messrine, Bess et Rives ont les clés de l'établissement. Ils gagnent la cour, utilisent des échelles d'ouvriers pour franchir le mur. À peine sont-ils passés de l'autre côté qu'une fusillade éclate. Un gardien de la paix tire, Carman Rives est tué. Par méprise, la presse annoncera la mort de Bess. Le roi de la cavale est pourtant sain et sauf, tout comme l'ennemi public numéro 1, et tous deux évanouis dans la nature. François Bess, associé à Jacques Messrine, change aussitôt de stature pour les policiers et les autorités. 8 jours après l'évasion, le duo attaque une armurerie près de la gare de l'Est à Paris. Le 26 mai, les 2 hommes sont à Deauville, se présentent au commissariat local comme des policiers en civil venus de Paris. Prétexte pour savoir combien d'agents sont mobilisés en ville en soirée. Vers 22h, Bess et Messrine attaquent le casino. 136 000 francs de butin. L'alarme retentit. À leur sortie, une fusillade éclate. 2 femmes, dont une touriste anglaise, sont blessées. Les braqueurs s'enfuient en voiture. On leur tire dessus. Bess a la jambe transpercée. Messrine est touché à l'omoplate, à un barrage. Ils prennent la fuite dans le bocage. Le GIGN, nouvelle arme d'élite de la gendarmerie, est déployée. Mais le ratissage ne donne rien. Les 2 blessés se sont réfugiés dans la ferme de la famille Lelaudet. Ils tiennent parents et enfants en otage. Ils quitteront les lieux dans le coffre de la déesse familiale et échapperont à la police. Daniel Lelaudet se souviendra d'un Messrine bavard, mais d'un Bess n'ouvrant jamais la bouche. Un roi de la cavale qui venait de goûter à son premier baptême du feu sans être vraiment enivré par l'odeur de la poudre. Maître Francis Triboulet, avocat de François Bess, est ce soir dans l'heure du crime. Alors, il y a ce tandem Bess-Messrine sur le terrain. On ne peut pas dire que ce soit le meilleur couple du monde. Ils ne se ressemblent pas du tout, ces 2-là. Mais c'est pour ça que c'est le meilleur couple du monde. On peut voir les choses comme ça, effectivement. Et ça peut marcher. Physiquement, c'est peut-être la recette du bon fonctionnement d'un couple. Voilà. Non, physiquement, ils sont complètement différents, évidemment. Il y a un grand, un petit. Il y a un assez grand et un très petit. Et puis leur tempérament est tout à fait différent. Peut-être également leurs expertises dans leur domaine est également différente, mais tout est réuni pour que tous les 2 ils fassent des choses extraordinaires, quasiment épiques. C'est ce que vous nous racontez. Oui, c'est vraiment une aventure. On a l'impression de vivre un film des années 70. Je ne sais pas quel scénariste aurait pu imaginer un enchaînement comme celui-là. Beaucoup, je crois, mais en tout cas, effectivement, les images sont spectaculaires. Un mot, maître, sur l'évasion de la santé, qui, alors là, effectivement, on vient de le dire, est tout à fait rocambolesque. On a souvent raconté que Bess était véritablement le cerveau de cette évasion. Est-ce qu'on peut le penser? Est-ce que Messrine tout seul aurait pu partir en cavale comme ça, ou ils avaient besoin l'un de l'autre? Je vous parlais de l'expertise de l'un et de l'autre. Ce qui est certain, c'est que Bess est un expert de l'évasion. Aucune prison ne lui résiste. Il a beaucoup plus d'expérience en termes d'évasion que Messrine. Donc dire que c'est lui qui, pour une grande partie, a échafaudé le plan d'évasion de la santé, oui, ça me paraît tout à fait plausible. Il n'aime pas les armes, votre client, François Bess. C'est pas quelqu'un qui est fanatique du coup de feu, si je puis dire. Mais il n'est pas fanatique du coup de feu, il n'est pas du tout fanatique de la violence non plus. Et ça, c'est un point également qui le sépare de Jacques Messrine. Mathieu Delahousse, journaliste à l'Obs, après le casino de Deauville, qui là est un braquage là aussi spectaculaire et digne d'un film, Bess et Messrine vont continuer à braquer, c'est ça? Ils vont continuer à faire équipe pendant quelques semaines, quelques mois?
Ils reviennent ensemble à Paris, dans des circonstances qui sont mal déterminées, mais qui sont un peu marquées par la panique, parce que François Besse a été très marqué par le fait que, malgré l'aspect bravache du braquage du casino de Deauville, il s'est mal passé, puisqu'effectivement, une balle a été tirée. Elle est allée se loger dans le corps d'une jeune touriste britannique. Qui n'était pas loin de là. Et en fait, ils ont tous les deux, effectivement, pas les mêmes expertises, mais surtout pas la même façon de manier le coup d'éclat. Il y a le coup d'éclat qui sert à quelque chose et dont on ne parlera pas et on restera muet en savourant sa victoire. Ça, c'est François. Et de l'autre côté, il y a Jacques. C'est plus on peut fanfaronner et aller dans l'excès, dans la transgression, mieux ça sera. Et Mesrine va quand même dans un esprit de revanche ridicule, assez peu politique et marqué par son ego, vouloir par exemple s'en prendre au président Petit, qui était le président de la cour d'assises. Alors tout à fait. Alors ça c'est très intéressant parce que il y a cet épisode, Maître Triboulet, peut-être vous pouvez nous en parler, cette volonté de Mesrine de aller enlever le fameux juge Charles Petit qui a fait condamner Mesrine. Donc Mesrine est plein de ressentiments, c'est quelqu'un de très rancunier. Il va proposer cet enlèvement à votre client. Oui, et immédiatement François Besse va se désolidariser de ce projet. Il ne veut pas en entendre parler et Mesrine va le mener tout seul. C'est ça. Donc là-dessus, il lâche les amarres avec Mesrine. On est d'accord. C'est le point de fracture à ce moment-là dans ce duo qui est, encore une fois, sont les hommes les plus recherchés de France à l'époque. Oui, Mesrine était devenu totalement incontrôlable. Totalement incontrôlable. François Besse est un homme qui a toujours gardé les pieds sur terre. C'est un homme qui n'avait pas à mener, comme Mesrine, un combat contre l'institution. Il combattait l'institution parce qu'il était obligé de le faire, quand il était obligé de le faire. Mais il n'était pas comme Mesrine avec cet objectif qui était devenu celui de Mesrine à un moment donné, d'assumer totalement son rôle d'ennemi public numéro 1, et de faire tout pour cela, et de s'en prendre aux représentants de l'institution, comme le président Petit, président de la Cour d'assises de Paris. Ça montre bien la démesure et le combat que cet homme s'était donné. Mathieu Delahousse, qu'est-ce que vous l'avez rencontré, évidemment, pour écrire votre livre, François Besse. Vous avez dû le suivre, etc., l'écouter. Et François Besse a écrit... il y a 2 ans, son propre livre, il a écrit Mes cavales, chez Flammarion. Alors, qu'est-ce qu'il dit, François Besse, lui, de Jacques Mesrine ? Il voudrait ne rien en dire, mais à force d'en parler si peu, il en dit du mal. C'est-à-dire que... c'est en creux, quoi. C'est toujours en creux, et donc on voit bien qu'il n'a pas partagé ses objectifs, qu'il n'a pas partagé sa violence. Mais François Besse, il a le même diagnostic que Mesrine, par exemple, sur la magistrature. Simplement, ça ne lui vient pas à l'esprit d'aller prendre en otage un président de cour d'assises. Lui, il constate avec... à la fois son amertume et son ironie aujourd'hui, qu'un jour, par exemple, il raconte, il dit, dans l'une de ses affaires, il dit un petit juge. Alors on dit, tiens, il commence à parler mal des magistrats. Il dit, non, pas du tout, je dis juste ça parce qu'il avait ma taille. Est venu m'interroger en me disant qu'il y avait des charges contre moi et que tout mon parcours criminel était construit depuis mon départ. Et il soupire, il dit, mais mon parcours criminel a été construit certes par moi, par ce que j'ai fait, et il assume toutes ses erreurs, il l'a dit, il le dira au procès de 2002 par rapport aux parties civiles et aux familles qui ont souffert, mais il dit sans cette erreur judiciaire initiale, j'aurais pu avoir la vie des autres. Tandem, duo, binôme criminel qui va effectivement se séparer après un an de braquage, de vie clandestine et même quelques séjours de vacances en Sicile et en Algérie au cours desquels Jacques Mesrine voyageait avec sa compagne Sylvia Jean-Jacot. François Besse, dès lors, va redevenir un braqueur solitaire. Le 2 octobre 1978 à Paris, la cour d'assises juge François Besse par contumace, en son absence, pour le braquage de l'armurerie de la gare de l'Est. Comme le veut alors la loi, il écope de la peine criminelle maximale, à savoir la peine de mort. Besse est alors à 300 km de la capitale française, à Bruxelles, en Belgique. Il loge dans un petit hôtel face à la gare centrale et monte de petits coups. Au bout de quelques mois, la police belge le suit à la trace. Besse, pourtant sur ses gardes, est interpellé le 11 mars 1979 en pleine rue, alors qu'il marchait au bras de 2 jeunes femmes. Il est incarcéré
La France demande son extradition. La procédure s'éternise. François Besse redoute le retour dans son pays où il sera sûrement incarcéré pour le restant de ses jours. Il gagne du temps et échafaude un nouveau projet d'évasion. 26 juillet 1979, palais de justice de Bruxelles. François Besse comparé, menotté, devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel. Audience technique, décidé à statuer sur la prolongation en détention du détenu français. On lui ôte ses liens afin qu'il puisse feuilleter son dossier. À 11h35, Besse glisse une main sous le pupitre. Il se saisit d'un pistolet et d'une clé de moto. Il met aussitôt en joue le président du tribunal, le juge Durand, puis lui plaque son arme sur la tempe. François Besse et son otage, magistrat, disparaissent dans un couloir du palais de justice jusque vers la sortie. Il enfourche ici une moto, une Ducati 500 qui sera retrouvée au centre de Bruxelles. Pas un coup de feu tiré, pas de sang versé. François Besse, qui a fêté la veille ses 35 ans, est fidèle à sa légende. Il vient de signer sa 5e évasion. Retour en cavale donc pour celui qu'aucune prison ne peut garder. François Besse disparaît en Espagne. 3 ans de mauvais coups et de braquage jusqu'à une nouvelle arrestation le 21 janvier 1982. Il a été dénoncé. On le soupçonne de tremper dans un trafic de fausses monnaies. Il est incarcéré à la prison de Carabanchel à Madrid. Moins d'1 mois après son arrestation, le 16 février, il est conduit en fourgon cellulaire vers l'hôpital. Il dit souffrir de maux de ventre, une totale invention. Dans sa bouche, il a en fait la clé de ses menottes, obtenue sans doute après avoir soudoyé un gardien. Il provoque une bagarre dans le véhicule et s'enfuit. Arrivé en voiture au poste frontière de Cerbère, il prend ici un douanier en otage jusqu'à Perpignan, puis oblige un chauffeur de taxi à le conduire jusqu'à Paris. François Besse, 6 évasions désormais à son actif, va alors complètement disparaître de la circulation. Maître Francis Triboulet, vous êtes l'avocat de François Besse et ce soir notre invité dans l'heure du crime. 2 évasions historiques dans cet épisode. Alors il y a Bruxelles tout d'abord. Et là, il y a le juge qui prend l'otage, va dire, il va être libéré évidemment, ce juge, sans blessure, sans casse, et il va dire, c'est bizarre, c'était quelqu'un de très gentil. Là, tout François Besse est résumé dans cette expression du juge belge, qui a pourtant été pris en otage et qui a quasiment risqué sa vie. C'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est que les actes sont des actes brutaux, même si François Besse n'a pas de sang sur les mains. Ce sont des infractions, certaines criminelles. Et le tempérament de l'homme. L'homme n'aime pas la violence. L'homme n'aime pas la violence. L'homme se bat contre l'institution parce qu'il doit le faire. Il utilise la violence, plutôt la menace d'ailleurs. Mais la menace est une violence. Mais la menace, parce qu'il en a besoin aussi. Mais c'est, contrairement à Mesrine, il n'a aucune fascination pour la violence. Et pourtant, il y vit dedans 24 heures sur 24, dans la violence. Se cacher, préparer des coups, s'évader, etc. Il pourrait peut-être choisir à un moment donné de tout lâcher et de se dire stop. C'est-à-dire se rendre, c'est-à-dire payer une addition qui va être extrêmement lourde, avec toujours dans sa tête qu'au départ, au tout départ, il s'est passé quelque chose de très injuste. C'est-à-dire cette torture et ces années de prison qu'il ne méritait pas. Et ça permet de comprendre qu'il n'a pas d'autre choix que de continuer. Alors ça, c'est l'avocat qui parle, mais certains policiers, enquêteurs vous diront que non, il avait tout à fait le choix d'arrêter. Oui, est-ce qu'on a véritablement le choix ? C'est pas l'avocat qui parle, c'est lui qui vous dira ça, mais ça paraît une évidence. Mathieu Delahousse, journaliste à l'Obs, alors il y a ces 2 évasions, il y a Bruxelles et puis il y a l'Espagne. Toutes les 2 évasions sont vraiment spectaculaires. L'Espagne, pourquoi là-bas ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Il va rester assez longtemps, il va commettre des braquages, etc. Il vit de quoi à ce moment-là ? Il va avoir plusieurs vols en Espagne. Alors la fiche pénale espagnole est très complexe, mais ce qui est certain, c'est qu'il est confronté à un milieu qui est encore plus violent que le milieu pénitentiaire français, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec des univers pénitentiaires où il y a des dizaines et des dizaines de détenus et il faut s'en extraire. Et là, il est confronté sans doute à ce moment-là, à une première vision un peu philosophique qui va l'accompagner beaucoup après, c'est qu'il trouve que les hommes qui sont incarcérés avec lui sont prisonniers de l'administration pénitentiaire espagnole, mais aussi prisonniers de leur sort. Ils acceptent. Ils acceptent ce sort de prisonnier, ils ne résistent plus, ils sont dans un système, ils s'organisent avec leur cantine, leur quotidien, les petites misères et les petites compromissions, la médiocrité qu'on impose aux détenus. Et lui, il veut quitter ça.
il veut quitter la justice, mais il veut quitter aussi ceux qui sont soumis par la justice et par leur médiocrité. Oui, c'est le miroir permanent. Enfin, bon, il est toujours confronté à cette image, etc., de gens qui sont en prison, qui sont pas bien dans leur peau. Il le sent confusément, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Hein. Je traduis un petit peu l'état d'esprit dans lequel il peut être. Il y a une autre rencontre aussi en Espagne qui est importante, c'est Marie-Ange. Alors, racontez-nous... Maître Triboulet ou Mathieu Delahousse. François Besse est assez discret sur ses relations personnelles. Moi, je ne sais pas si Mathieu en sait davantage sur la rencontre avec Marie-Ange. Non, parce que ça sera important par la suite aussi, on verra pourquoi, mais... François Besse, c'est l'homme qui aimait les belles. Et la belle. Et elle, c'est la sœur d'un détenu. Ils se rencontrent, ils vont se voir et se revoir, et un enfant... va naître après plusieurs années. Donc effectivement, il y a la discrétion, il est efficace et silencieux, François, sur ça aussi. Et du coup, cette rencontre va se nouer. Il y aura cet enfant, il y aura un mariage derrière les barreaux, et il y aura aussi, par cet enfant et par cette cavale à trois, François dit une cavale, c'est possible tout seul, à trois, ce n'est plus possible. Et on parlait de la reddition tout à l'heure, et la reddition va être provoquée par cette histoire d'amour et par cet enfant. C'est pour ça que je voulais que vous abordiez cette histoire avec Marie-Ange, parce qu'elle est importante dans le cheminement. C'est une autre bascule. Plus qu'intellectuel, mais effectivement, là, on s'aperçoit que c'est plus possible, qu'il est dans une vie, il est coincé. Et comme c'est quelqu'un qui a toujours été fidèle avec ses amis, etc., avec les femmes qu'il a pu rencontrer, donc il ne va pas essayer cette fois de s'enfuir et de fuir cette réalité. Alors, après l'Espagne, j'ai dit, il va y avoir une zone grise, là. On rentre un petit peu dans un monde où on ne sait pas trop ce qu'il a fabriqué. Qu'est-ce qu'il raconte là-dessus, François Besse, après l'Espagne, là. Donc on dit qu'il a été en Angleterre, c'est exact, il s'est installé là-bas, à Londres, sous un pseudonyme, enfin, etc. Oui, on sait qu'il a vécu en Angleterre. On sait d'ailleurs qu'il a toujours voulu, lorsqu'il vivait à l'étranger, vivre pleinement sa vie à l'étranger. Il est très intéressé par les autres cultures. Je vous disais tout à l'heure, son désintéressement, sa non-fascination pour la violence, ce qui l'intéresse en réalité, c'est de vivre normalement. Ce qui lui est interdit. Mais c'est ça qu'il recherche. Alors ces années grises, on ne les connaît pas bien, puisqu'elles sont grises par définition, puisqu'il en parle très peu. Mais on sait effectivement qu'il a séjourné dans différents pays. Il va falloir attendre une dizaine d'années pour que la police localise François Besse et que la justice s'empare solidement cette fois de lui. Mais avant cela, on va longtemps croire qu'il est mort, disparu dans un accident ou au détour d'un mauvais coup. Après avoir faussé compagnie aux Espagnols, François Besse est devenu un fantôme. Aucune trace de lui, silence total sur ses activités, pas de signalement d'un quelconque méfait qui porterait sa signature. Dans le milieu, la nouvelle se répand qu'il serait mort, abattu par l'un des membres du gang des Postiches, un groupe de braqueurs envers lesquels il n'aurait pas réglé une dette. Personne ne saura jamais qui a émis cette hypothèse, peut-être Besse lui-même. Le fait est qu'on va arrêter de le chercher. Une souricière avait été tendue au cimetière après la mort de sa mère, mais le truand n'est pas venu. C'est pourtant bien dans sa région d'origine, aux alentours de Cognac, que le roi de l'évasion s'est installé avec Marie-Ange. Un contrôle routier auquel il échappe va conduire les policiers vers un petit meublé qu'il loue à Angoulême. Le logement est vide, Besse a déguerpi. Les enquêteurs relèvent ses empreintes et mettent la main sur un paquet d'échographies. Marie-Ange a accouché sous un faux nom d'une petite Charlène en février 1994, dont Alain Delon, admirateur de Besse, sera le parrain. François Besse sera arrêté quelques mois plus tard au Maroc, dernière étape à 50 ans d'une vie de cavale. Besse va rendre des comptes à la justice, condamné par les cours d'assises de la Charente en 1998, puis à Paris en 2002. 8 ans de prison à chaque fois, les jurés retiennent son parcours mais notent son dégoût pour la violence et sa volonté de rédemption. Aujourd'hui, mon regard sur cette époque est un jugement négatif. Je ne revendique rien, je ne peux être un modèle dans cette révolte. Je me suis trompé, dit-il à son procès à Paris. François Besse a quitté sa dernière prison, la centrale de Saint-Maur dans l'Indre, le 27 février 2006. Maître Francis Triboulet, on va évidemment revenir avec notre invité ce soir, Mathieu Delahousse, sur ces procès de François Besse qui sonnent un petit peu le glas de sa carrière de braqueur. Mais dites-nous déjà, comment vous avez rencontré François Besse, vous ? J'étais le jeune avocat
collaborateur d'Henri Leclerc. Et un jour, Henri Leclerc me dit il faut que tu ailles au palais de justice parce que nous avons été désignés pour défendre François Besse. Et je me rends à la galerie Saint-Éloi, au palais, et je me souviens très bien de cette image très saisissante. J'allais rencontrer François Besse, qui allait être interrogé par un juge d'instruction sur les faits pour lesquels il avait été condamné, mais par contumace, mais jamais véritablement condamné. Bon, et dont il devait répondre. Et j'arrive à la galerie Saint-Éloi, et je vois une effervescence un peu particulière. Je ne vois pas Besse. Je rentre dans le bureau du juge et je lui demande où se trouve mon client. Et le juge me dit il est dans le couloir. Je retourne dans le couloir et je ne le vois toujours pas. Et finalement, je le distingue, mais à peine, parce qu'il était encerclé par 4 molosses, armés jusqu'aux dents. Parce que ce qui était extraordinaire, c'est que cet homme qui s'est évadé de partout, tout le temps, on imaginait qu'il pouvait également s'évader. J'ai eu un peu l'impression, d'ailleurs, en me rendant à la galerie Saint-Éloi ce jour-là, j'ai eu un peu le sentiment qu'a dû avoir Jodie Foster dans le film Le silence des agneaux, lorsqu'elle descend vous savez, dans ce sous-sol pour rencontrer pour la première fois Hannibal Lecter. On sait qu'il est dans une cage, enfin derrière une vitre, blindé. On sait qu'il ne peut pas s'échapper, mais malgré tout, on se dit que c'est peut-être possible qu'il s'échappe. Eh bien, je pense que l'institution judiciaire, à ce moment-là, se dit Besse, où qu'il soit, c'est possible qu'il s'échappe. C'est ça. Donc ça, c'est une vision frappante que vous avez de Besse à ce moment-là. Mais écoutez, 4 molosses de plus d'1m80 pour garder cet homme. Et comment était-il, lui? Il était au milieu des 4. En plus, il était entravé. Il avait les mains derrière le dos, entravé avec des menottes. Et malgré tout, on se disait, mais attendez, s'il décide de partir, il va peut-être partir. Mathieu Delahousse, journaliste à l'Obs et notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime de RTL. Vous êtes évidemment à ce procès à Paris. Comment ça se passe? Quel visage affiche François Besse à ce procès? Ce qui est très troublant par rapport à l'image que l'on a à l'esprit quand on rentre dans la salle d'audience, donc on est juste en face, le box de la presse c'est juste en face, et on est tous avec nos archives. On a des vieux articles de presse qui expliquent toutes les images en noir et blanc dont on vient de parler. Et en fait, les années 70. Face à nous, un homme mince, mûr, musclé, parce qu'il se lève tous les matins à 6 heures pour faire ce qu'il faut à son corps, et surtout il est rayonnant. Et en une matinée d'audience, le procès va durer 1 semaine. Il va imposer cette lumière, cette sagesse et cette philosophie à tout le monde avec une rencontre de l'ordre de la belle rencontre quand on l'entend, notamment parce qu'il avoue tout, parce qu'il s'inscrit en faux sur la délinquance, parce que l'avocat général qui est Philippe Bilger essaie de le coincer partout et qu'il ne va pas y parvenir. Bilger va finir par dire « j'ai cherché la faille, je ne l'ai pas trouvée ». Et que par ailleurs, quand on lui demande, lui Besse, qui a fait tant de cavales et tant d'évasions et qui a bien compris qu'avec le CV criminel qu'il avait, il allait rester pour longtemps, qu'est-ce qu'il ferait si on le libérait? Il prend un grand sourire, il parle de Spinoza, il parle un peu de Nietzsche et il parle un peu de mythe de Thésée, c'est « deviens toi-même ». Donc là, on est dans un débat très élevé. Voilà, et il répond « mais moi je suis déjà libre ». Et il explique en quelques phrases simplement le fait qu'à la centrale de sa mort, au-delà de son parcours personnel, il a rencontré un professeur qui a créé un club philo et qui s'est pris au jeu de la même manière qu'il s'était pris au jeu des évasions pour franchir les murailles. Il a cette fois-ci franchi tous les murs qui pouvaient enserrer son honnêteté, sa bonne volonté. Et il y a une espèce d'éclatement de cette carrière délinquance qu'il renie d'une certaine façon, dont il exprime les risques en disant « moi les armes, effectivement, j'en ai eu en main, j'aime pas ça, mais ça peut tuer ». Et il va y avoir un verdict de concorde comme il y en a très rarement dans la justice. Oui, c'est ça, c'est 8 ans, 8 ans pour François Besse. Pour une peine de mort initiale par rapport à la peine qui avait été prononcée par contumace. Maître Triboulet, évidemment, vous étiez aussi à ce procès, avocat de François Besse, du côté de la défense. Besse dit, je l'ai cité, « je me suis trompé ». Il dit, c'est une phrase forte, je me suis trompé. Il regrette tout ce qu'il a fait, il regrette ce passé. Il dit, j'aurais dû faire autre chose, j'aurais dû prendre une autre voie. Tout l'enjeu de ce procès, c'était la sincérité ou l'insincérité de François Besse. Parce que est-ce que c'était une posture, cette façon de dire qu'il regrette, cette façon de demander pardon aux parties civiles. À chaque fois qu'une partie civile venait à la barre, qu'elle avait terminé de parler, il se levait et il disait « Madame, monsieur, je vous demande pardon pour ce qui s'est passé. »
Alors évidemment, l'avocat général le premier, tout le monde s'est dit, est-ce que c'est une manière de se défendre? Est-ce que c'est un subterfuge? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et en réalité, je crois que très rapidement, tous les observateurs se sont rendus compte que cet homme était sincère, totalement sincère. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu ce verdict de clémence, également parce qu'il a été très bien défendu, évidemment. Mais verdict de clémence, alors quand même que l'avocat général, Philippe Bilger, qui en était venu également au point de dire, oui, j'ai cherché la faille, je ne l'ai pas trouvé, cet homme est sincère. Il s'est retrouvé bloqué. Il avait néanmoins requis, oui, alors il a dit, cet homme est sincère, il y a un vrai repentir, un vrai retour sur lui-même, mais il avait néanmoins requis 13 années de réclusion criminelle. 13 ans. Finalement, il y a eu 8 ans, mais il avait requis 13 années. Mathieu Delahousse, on peut dire que c'est sûrement le roi de l'évasion, peut-être le roi de la cavale. En tout cas, c'est pas un braqueur ordinaire, François Besse. Ce qui est pas ordinaire, c'est la fin de cette vie qui est marquée par un renversement total de cette bascule dans la délinquance. La bascule dans la délinquance, c'est toujours très facile à décrire. La bascule à l'envers, c'est beaucoup plus fascinant. Et il va devenir à la fois un modèle pour la pénitentiaire, un modèle pour ceux qui le voient, et je pense un modèle pour lui-même. Il va se servir de ce qu'on propose pour les détenus aujourd'hui en France en faisant de la restauration de vieux films dans une centrale. Beaucoup de gens aujourd'hui portent la voix de réinsertion inutile, de luxe peut-être éventuel. On voit que c'est pas le cas, c'est un engagement. Et par ailleurs, il va revivre, il va y avoir une forme d'urgence à le faire sortir de prison quand le compteur sera vraiment arrivé à la fin. Et il va avoir une vraie vie après avoir payé sa dette. Un mot, parce que l'émission arrive à sa fin. Qu'est-ce qui devient aujourd'hui François Besse? Il vit sa vie. Il la vit au calme en ayant payé. Et quand il a écrit son récit, il écrit de très belles histoires qu'il faut relire, mais il écrit, à mon avis, à destination de tous ceux qui, encore aujourd'hui, se trompent sur lui. Les jeunes délinquants, les jeunes loulous qui viennent le rencontrer parce qu'ils l'ont reconnu et qui lui donnent un coup sur l'épaule en lui disant « C'est toi, Besse, le super mec qui s'est évadé ?» et lui disait « C'est pas ça la vie ». Merci beaucoup Mathieu Delahousse, merci Maître Francis Triboulet d'avoir été les invités ce soir de l'heure du crime consacrée à une vie d'évasion et de cavale. François Besse, émission préparée par Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset réalisation. Merci à toute l'équipe. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime. Et demain soir dans l'heure du crime, je vous raconte l'affaire Natacha Campouche. 3096 jours de séquestration. La captive a-t-elle tout dit? À demain soir donc après les infos. Bonus track, Éric Jean-Jean.